Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nice. On est très content de vous retrouver comme chaque semaine pour décortiquer l'actualité de l'OGC Nice, revenir également sur le dernier match, même si ça a été un match un peu jusqu'au bout de l'ennui. Il y a eu juste un petit on va dire, sursaut verpilé à des endroits déplacés. Mais bon, on va revenir là-dessus comme vous vous en doutez. Ça sera peut-être même un peu le cœur de notre débat sur la rencontre qui a opposé le gym à Montpellier, à la mousson d'ailleurs, vu la météo qu'il y faisait. J'ai le plaisir pour cette émission et vous l'entendez déjà avec moi, c'est Cédric. Salut Cédric, comment ça va ? Ça va Sky ? Bah écoute, ouais, moi ça va. Hein. Écoute, on a repris la semaine après ce match. On a un comme peu t'as dit, digéré, donc ça va un peu mieux. oubliable. Ouais, voilà, c'était. On s'est un peu ennuyé, mais pour une fois, c'était peut-être pas totalement de la faute, de notre faute. On va dire que l'arbitre a joué un grand rôle dans ce match à oublier. Ouais, effectivement, notre ami Clément Turpin, que j'ai on va dire Pour ne pas le citer. Un habitué des émotions avec l'OGC Nice. Je sais pas trop comment, maintenant qu'on est une émission sérieuse et écoutée, on va essayer de moins déraper que dans nos spaces de mi-temps, mine de rien, mais bon, on va revenir là-dessus. Je ne doute pas que la passion va rapidement reprendre le dessus. Cédric, si tu veux bien, avant de parler de ce match nul, du coup, 0-0 du côté de Montpellier, on va balayer un petit peu l'actualité de la semaine autour de l'OGC Nice. Bon, ce sera assez rapide, mais bon, je pense on est mardi, le match était déjà samedi, beaucoup de choses ont été dites, on va quand même naturellement revenir dessus, mais comme tu disais, le contenu a été quand même déjà assez ennuyeux. Il y a eu cet événement sur lequel on va revenir très longuement, mais bon, on va déjà aussi rapidement se projeter sur la suite. On va vous préparer une petite émission, format court, une fois n'est pas coutume, mais histoire d'être tout à fait complet quand même. Le cœur de l'actualité de l'OGC Nice, Cédric, j'ai envie de dire, c'est quand même cette finale qui approche. Le 7 mai, c'est maintenant dans moins de 2 mois, la finale de la Coupe de France face à Nantes. De nombreux supporters, dont tu fais partie d'ailleurs, ont déjà tout prévu pour leur déplacement. Voilà, le train, l'avion, l'hôtel, tout, les sandwichs, machin. Mais il manque quand même le précieux sésame, la finale, enfin la place pour la finale pour le Stade de France, sur lequel le gym n'a toujours pas communiqué davantage. On sait juste que les abonnés comme toi et moi auront une priorité. Pas trop d'infos sur le nombre de places, même si on va essayer de vous en donner quelques-unes, ni sur effectivement une ouverture des places au grand public. Cédric, juste pour partager en toute transparence avec nos auditeurs, nos auditrices, tout simplement à l'heure où on parle, donc on est le 15 mars en fin de journée, aucune décision officielle n'a été prise par la Fédération française de football, parce qu'on le rappelle, le club fait vraiment tous les efforts pour demander un maximum de places. Nice, comme le FC Nantes d'ailleurs, ont demandé 25 000 places pour leurs supporters. La Ligue était partie à la base sur un plan de confier 16 000 places à chaque club, donc il y a quand même un important delta entre les deux. 16 000, ce serait clairement insuffisant. La négociation va s'opérer, mais très clairement, à 16 000 places, 12 500 abonnés pourront trouver leur bonheur, mais en tout cas pour nos proches, pour nos amis qui sont soit expats, soit qui ne sont pas abonnés, le compte n'y sera clairement pas. Bah, c'est ça. On a toujours tendance un peu à. Moi, j'ai un peu comparé ça, on va dire, à la finale de Coupe de la Ligue en 2006. Mais bon, là, encore une fois, c'est pas les mêmes instances, hein, parce que Coupe de la Ligue, forcément, c'était la LFP et là, c'est la Fédé qui gère. Donc à voir vraiment combien on aura de places. Voilà, on sait que, comme tu l'as dit, le club a demandé 25 000 places. Je crois que c'est le nombre de places qu'on avait eu en 2006 d'ailleurs. Eux nous en proposent 16 000. J'espère qu'au moins on arrivera à couper la poire en deux et arriver à, on va dire, autour de 20 000 places. Autour de 20 000 places. Je pense que ça serait quand même, ça serait assez logique. Et après, il y a quand même un truc aussi où il faut rappeler, c'est que nous, comme tu l'as dit, on a 12 500, entre 12 500 et 13 000 abonnés, si je dis pas de bêtises. Le FC Nantes en a, je crois, 3 fois moins. Donc c'est particulier du côté de Nantes aussi, avec la fronde envers Valdemarquita, mais quand on a vu le monde qu'il y avait dans le stade pour la demi-finale, on se doute que le quota de place partira. Non, mais évidemment, voilà, c'est toujours pareil. Donc il faut quand même satisfaire tout le monde. On se doute, moi par exemple, pour prendre mon cas en particulier, je monte avec ma femme, mon fils, donc tu vas les laisser à l'hôtel. Ça va être il va falloir gérer ça. Un petit film sur Netflix et puis salut papa, va au stade. Ils mettront France 3 directement là-bas, mais non, voilà, donc il va falloir gérer un petit peu tout ça. Et voilà, comme on l'a dit et comme on va le répéter, il y a des réunions qui sont censées avoir lieu aujourd'hui, effectivement. Et je pense qu'il y en a eu d'autres un peu précédemment.
Si je dis pas de bêtises, je pense que peut-être début de semaine prochaine. Semaine prochaine, on devrait quand même être un peu plus avancé, voire même être totalement fixé. Parce que Normalement, voilà, il l'ouverture de la faut. billetterie devrait avoir lieu, d'après nos informations, en fin de semaine, enfin ce week-end ou en tout début de semaine Mhm, prochaine, plus vraisemblablement, même si, encore une fois, hein, le club fait vraiment un maximum pour essayer de contenter tous ses abonnés et les proches des abonnés. Mais bon, vous comprendrez bien que quand la Fédé vous propose 16 000 places, voilà, ouais, ça va donner entre les 12 500 abonnés et la priorité pour les pré-abonnés pour la saison prochaine. En fait, il resterait, je pense, plus vraiment de place pour le grand public. Si ce n'est que, précisons-le, Cédric, là, on ne parle que des places à tarif préférentiel, revendues mhm, par le club. Après, il restera de toute façon les places au Stade de France, certes vendues au tarif plein. On va reprendre l'exemple des dernières finales. C'était 25 € le tarif négocié, 50 € le tarif plein acheté auprès de la Fédération française de football directement. Après, on sait que ça peut être délicat de se dire que toi, en tant qu'abonné, tu vas derrière les buts dans les places négociées, et ta femme, tes enfants vont sur le côté à une place 2 fois plus chère. Du coup, tu vis pas la finale avec tes proches, tout ça. Enfin, exactement. c'est voilà, c'est tout un problème. Mais de toute façon, dans le pire des cas, il y aura encore voilà 40 Oui, 000, oui, voilà. 60 000 Pour ceux qui places s'inquiètent à la vraiment de vente. de pas pouvoir être là du tout, voilà, il y aura quoi qu'il arrive, tout le monde pourra être là, hein, quand on a dit tout ça à Paris, tout le monde pourra être là, mais voilà, je pense que le club essaie de faire le maximum parce qu'en plus, je pense que le club essaie aussi peut-être de gérer des packages comme ils ont fait en 2006 avec peut-être un train, un truc comme ça. Donc, je pense que c'est pour ça que J'y ça, compte bien ça a parce un que peu sinon, traîné. je vais devoir jouer un J9 à la dernière minute, hein. Donc, du coup, Tu vas devoir partir en voiture. Moi, c'est ça. je l'ai joué un peu plus safe. J'ai déjà tout bloqué, le train et tout, mais je pense que le club va réussir à faire quelque chose. Si on a réussi à le faire en 2006, je pense que qu'on réussira. C'est peut-être pour ça aussi que ça traîne un peu depuis Versailles, qu'il y a de l'impatience, hein, on le voit. C'est un peu surtout toutes les demandes, toutes les questions qu'on voit de la part des supporters sont liées à ça. Donc, ça a pris un peu de temps, mais je pense et j'espère que le club arrivera à faire quelque chose de sympa quand même. Voilà, sachant que c'est indépendant, encore une fois, de la volonté du club qui aura vraiment fait le maximum pour essayer de choper un maximum de places à tarif préférentiel. Réponse dans les prochaines heures pour les bruits de couloir et très certainement dans un peu moins, juste une semaine, un peu moins d'une semaine pour l'ouverture officielle de la billetterie. Bon, ça, c'est encore loin. Il y a aussi quelque chose un peu plus loin, c'est le mercato, un peu plus loin encore. Je te propose notre habituel point de Justin Kluivert avec ce décompte de matchs. Donc, Le fil rouge. voilà, le fil rouge. La presse italienne a longuement, ces dernières semaines, parlé de l'intention de l'OGC Nice de conserver le joueur. Effectivement, on rappelle, il y a deux conditions pour que l'option d'achat devienne obligatoire. C'est que le Justin Kluivert joue au moins la moitié des matchs, en tout cas apparaisse au minimum 45 minutes sur au moins la moitié des matchs disputés par l'OGC Nice cette saison. Donc avec son absence malencontreuse pour cause de petits pépins physiques à Montpellier, Justin Kluivert est à 17 matchs disputés, plus de 45 minutes sur 32 au total. Donc on est toujours dans les plus de 50%, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La qualification européenne de l'OGC Nice, on va en parler encore longuement dans les prochaines semaines, c'est loin d'être fait, mais on est dans une position favorable, en tout cas on a le destin entre nos mains, entre nos pieds. Donc, de toute façon, il y a aussi, je le rappelle, c'est les conditions pour que ça se transforme en obligation. Si jamais une des deux conditions n'est pas respectée, le club a toujours les moyens d'activer cette option à hauteur de 14 millions. Et je pense que, sauf énorme blessure qui interviendrait dans les prochaines semaines, ça ne fait pas trop de doute. Oui, oui, c'est ça. Je veux dire, voilà, tu fais bien de le rappeler. C'est vrai que les conditions dont on parle depuis maintenant quelques semaines, hein, c'est-à-dire la qualification européenne et le nombre de matchs joués, c'est vraiment pour que l'option d'achat devienne obligatoire et automatique. Donc, après, rien n'empêche le club, si cataclysme, qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe et que voilà, il se passe quelque chose, le club aura toujours la main mise sur cette option d'achat et pourra voir pour signer Kluivert quoi qu'il arrive. Je pense que ça fait très très peu de doutes, voilà, à À moins moins d'un d'une drame, rupture des ligaments croisés, et encore, voilà, à connaissant moins Julien d'un Fournier, drame je suis sûr qu'il physique. il tenterait un nouveau prêt comme il avait fait avec Jeffrey Adélaïde, Non, mais c'est ça, on notamment lui la saison souhaite dernière. pas et on se le souhaite pas évidemment, hein, parce que voilà, un tel joueur, dès qu'on peut l'avoir à 100%, c'est exceptionnel. Donc je pense que ça fait très peu de doute sur le fait que lui veuille rester, que le club va tout faire pour le garder. Donc Et c'est qu'une question de temps maintenant.
Et on aura besoin de Justin Kluivert à 100% de ses moyens pour aller décrocher cette qualification en Coupe d'Europe, que ce soit par la Coupe ou par le championnat d'ailleurs. Une autre info, une rumeur, mercato plutôt, c'est l'équipe, je crois, qui nous en parle. C'est la rumeur qui mène à Maxence Cacré, encore une pépite du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Du coup, Notre supermarché. Maxence Cacré qui est en cours de négociation pour une prolongation de contrat avec l'Olympique Lyonnais. Il est en fin de contrat en juin 2023, donc pas cet été, l'été prochain. Il y aurait malgré tout une indemnité de transfert à payer si l'OGC Nice devait s'offrir les services du milieu de terrain lyonnais. On sait que l'Olympique Lyonnais lui propose 200 000 euros mensuels de salaire. Lui en demande 300. Très clairement, la façon dont l'article a été tourné, je ne sais pas si tu as eu la curiosité de le dire, l'article complet, puis les tweets du journaliste, de Hugo Guillemets, dans mon souvenir, qui est suiveur de l'Olympique Lyonnais. Je dirais pas que l'intérêt de l'OGC Nice est inexistant, mais ça sent la belle communication de l'agent quand même, qui dit au pire, si vous prolongez pas, moi je suis sûr qu'il y a un club plus du Sud-Est qui est intéressé par les jeunes lyonnais. Et de toute façon, est-ce qu'on serait amené, vu la grille salariale aujourd'hui de l'OGC Nice, à offrir plus que 200 000 euros à Maxence Cacré? Est-ce qu'on s'alignerait sur cette demande à 300 000 euros? Au final, peut-être que le principal argument qu'on pourrait lui offrir, ça serait une qualification européenne qui n'est pas garantie pour l'Olympique Lyonnais. Bah oui, c'est ça. Il y a même un autre point, c'est que Cacré, aussi bon joueur soit-il, il y a du monde au milieu de terrain chez nous quand même. Hein. Ouais, et très très fort dans le milieu à 3 lyonnais. Je suis pas sûr que dans notre système actuel, il serait exploité à son maximum, hein, même s'il est très très fort. Mais voilà, tu l'as bien dit, je pense que par rapport à cet article et par rapport aux antécédents entre Nice et Lyon, notamment sur le cas Gouiri, je pense que c'est plutôt un joli coup de pression pour dire vous vous rappelez, le petit Amine, voilà, donc je pense que c'est plutôt un coup de pression pour dire à Lyon de se grouiller le cul de rapidement le prolonger, à mon avis, plutôt qu'un réel contact, même si évidemment, s'il y a une possibilité, je pense que Nice se gênera pas, mais voilà, donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose et que c'est surtout un peu un coup de pression de la part de son agent pour dire accélérer un peu la prolongation. On a quand même du mal aussi à voir au-delà du système tactique, mais on a du mal à voir où est-ce qu'il aurait davantage de temps de jeu en fait à Nice aussi par rapport à Lyon, parce qu'il y a quand même, comme je disais, embouteillage au milieu de terrain et embouteillage de qualité en plus. On en reparlera sûrement au cours de notre analyse de match, mais aujourd'hui tu décider de te passer d'un Kefren Turam ou d'un Pablo Rosario, d'un Mario Lemina, voilà, c'est vraiment difficile à imaginer, mais bon, peut-être un départ de Morgan Schneiderlin. Non, Brice, coupe pas le courant, merci, on va terminer l'émission d'abord. Mais voilà, peut-être avec la Coupe d'Europe, besoin d'un peu plus de force vive. On suivra ça de près en tout cas. Mais avant de se projeter sur l'été prochain, sur le mercato, sur toutes ces joyeusetés qui nous attendent dans les prochaines semaines, parlons déjà de ce match qui a eu lieu à Montpellier. C'était samedi 17h, un match nul 0-0 comme vous le savez. Probablement déjà un match, Cédric, où déjà la Mosson, c'est quand même une malédiction un peu pour nous, hein, une seule victoire sur je crois les 15 dernières années, quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est un stade où historiquement on réussit vraiment très très peu. Pas de chance, pas de victoire cette fois-là, mais c'est peut-être pas tant la malédiction ni la météo qui était des pluies diluviennes qui ne permettaient pas non plus de produire un football très léché, mais c'est peut-être pas de là qu'on doit avoir je sais pas si on peut parler de contre-performance du gym, mais en tout cas ce petit coup d'arrêt, mais davantage dans les décisions arbitrales, puisque notre capitaine Dante a reçu un rouge direct pour le moins étonnant. Dire à quel point il était étonnant, le club a monté un dossier en express auprès de la Ligue pour tenter de faire invalider ce carton rouge, même si on y reviendra après. Il y a peut-être peu de chances que ça aboutisse, mais pour que le club se décide à monter ce genre d'action, c'est que vraiment c'était compliqué, et je te propose d'en parler tout de suite de manière à évacuer le sujet, sinon je pense que ça va pourrir un peu la suite de la discussion. On va tourner en rond là-dessus. Non, mais c'est ça, surtout que voilà, par rapport au dossier, comme tu l'as dit, on parle que Clément Turpin aurait mis dans son rapport une faute d'anti-jeu. Moi, honnêtement, avec la plus grande objectivité du monde et en ayant joué un petit peu au ballon, je cherche encore où est vraiment la faute, quoi. C'est un contact entre un attaquant et un défenseur, ils se tiennent tous les deux. Wai tombe à un moment parce que je pense qu'il voit qu'il a pas le ballon, donc voilà, lui tente le coup.
même lui apparemment aurait dit, parce que c'est Nice Matin je crois Mhm. qui souligne ça, Wai aurait directement dit à Turpin à la fin du match qu'il n'y avait pas faute. Donc, Et d'ailleurs, son témoignage fait partie des pièces du dossier monté par le club auprès de la LFP. c'est très bien. Donc voilà, c'est là où je trouve un peu contradictoire le fait que le joueur directement concerné dise ça à l'arbitre et que l'arbitre souligne quand même une faute d'anti-jeu de la part de Dante. Voilà, donc le truc encore une fois, c'est que Dante, je crois, avait pas pris de carton rouge en 4 ans avec Nice, si je dis pas de bêtises, il en a pris 2 en 15 jours. Ouais, ça Les pique, hein. deux sont. Celui-là encore plus que le précédent où on peut discuter est-ce que c'est une compensation, mais il Voilà, a c'est failli ça. se le prendre avant la mi-temps, donc bon, Mais c'est il y en un... a pas, il y en a pas un où on dit clairement, bon bah là c'est mérité, il y a rien à dire, tu vois ce que je veux dire. Et puis cette saison c'est assez répétitif quand même. On se rappelle le carton rouge pris par Schneiderlin, je sais plus où c'était. J'ai un petit trou là, mais cette année quand même, t'as l'impression un peu que les cartons rouges ils tombent un peu facilement celui de pour Kluivert, hein, encore hors terrain, mais bon, exactement. n'en Voilà parlons même donc. pas. Mm. Mais c'est vrai que cette année, voilà, je pense que le club a tout intérêt. Moi, je l'ai un peu souligné aussi sur Twitter. Je pense que j'ai pas été le seul et j'ai vu pas mal de tweets passer là-dessus. Je pense que le club devrait, en plus de ce dossier, monter un petit peu au créneau quand même, parce qu'il y a un petit contentieux cette saison qui est assez conséquent sur les cartons rouges. Et encore une fois, même si sur ce match-là, voilà, tu ramènes un point de Montpellier où tu peux dire, bon, c'est pas un mauvais résultat en soi, mais Tu vas surtout peut-être tu vas même te passer signer de. avant, tu vois, pour ce match, Bah, une limite. bah, c'est clair, c'est clair. Mais surtout, tu vas te passer de ton capitaine probablement contre Marseille et Mm. peut-être même contre Rennes. Donc c'est surtout voilà, sur le finish là, des 10 derniers matchs où tu perds des éléments importants et sur des erreurs d'arbitrage manifestes. C'est surtout ça. Donc j'espère que voilà, le club saura un peu montrer les dents peut-être pour essayer de changer ça dans le sprint final. Alors pour clore le sujet arbitrage, tu soulignais hein, que Dante a été exclu parce que faute d'anti-jeu, selon Clément Turpin en position de dernier défenseur, annihilation directe d'une action de but. Donc la règle c'est ça, c'est que si la faute est une faute d'anti-jeu dans cette position-là, c'est carton rouge. D'après ce que j'ai lu, j'espère avoir très très mal compris, et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous corriger en réaction sur les réseaux sociaux. Mais en fait, si ça avait été une faute, un geste non maîtrisé, pas d'anti-jeu, il aurait pu ne mettre qu'un carton jaune. Bon, aucune logique là-dedans, mais Ouais, c'est voilà. n'importe. Mais c'est quoi, Mais c'est-à-dire un geste non maîtrisé? Il y aurait mis bah, un si balayage genre involontaire, genre? non, bah, s'il avait essayé de viser le ballon, mais qu'il avait chopé la jambe, tu vois, une faute classique, en fait, du coup, c'était pas de l'anti-jeu. Donc Ouais. du coup, bon après, j'espère avoir très mal compris, mais ça je l'ai lu, donc je me suis dit ah bon, un peu perplexe, mais voilà. Mais Mais effectivement, comme tu disais, le nœud du problème, c'est de savoir si à la base, avant même de la caractériser comme anti-jeu, est-ce qu'à la base il y a faute déjà, et c'est là où bah effectivement, bah, on a encore en une fois, il essayant d'être regarde même pas la objectif. VAR en plus Clément Turpin. C'est ça, moi, en plus alors, je veux bien que voilà, les arbitres, machin, c'est bien parce que même Christophe Galtier l'a souligné en conférence de presse d'après-match, que Clément Turpin s'est justifié un peu de ce carton rouge. Donc voilà, c'est bien qu'on en parlait dans les émissions précédentes, que les arbitres devaient communiquer. Donc sur ce point-là, on va dire que c'est bien. Mais encore une fois, on a des outils maintenant qui permettent quelque chose. Je suis sûr qu'avec la VAR, alors après, le penalty, peut-être c'est à l'estimation de chacun, mais tu vois bien que les deux joueurs se tiennent, Oui, mais qu'il y a, il si y a l'arbitre vraiment décide pas qu'il y de. a faute et que c'est de l'anti-jeu, c'est carton rouge, et du coup, dans la VAR, s'ils estiment, et encore une fois, je vous cite le règlement, hein, s'ils estiment qu'il n'y a pas d'erreur manifeste, du coup, voilà, erreur d'identité d'un joueur ou de contact ou je sais pas quoi, et ben dans ce cas-là, la VAR n'est pas censée revenir sur une décision qui relève simplement de l'interprétation de l'arbitre. Bon, on est dans un grand délire, là, Ouais, c'est n'importe quoi quand même, j'ai hein. envie de m'étouffer en disant ça, mais malheureusement, c'est le règlement tel qu'il est aujourd'hui. Donc bon, après, on peut effectivement se laisser aller à spéculer sur un éventuel complot contre l'OGC Nice, mais il faut aussi se dire quand même qu'il y a un règlement qui existe et qui est peut-être à revoir, qui est peut-être très... Enfin, comment dire, peu cohérent avec la réalité du jeu. Il y a le système aussi de notation des arbitres, de montée-descente, de pénalité en fonction des corrections que la VAR leur amène aussi, qui ne jouent pas en la faveur de la correction de la vérité en tout cas, et de leur décision. Donc voilà, c'est éminemment complexe comme question. On verra le résultat du dossier, sachant que en fait, si Clément Turpin a noté dans son rapport d'après-match que c'était bien un carton rouge parce qu'il estimait que c'était une faute d'anti-jeu,
ben, normalement le dossier ne servira à rien puisque c'est l'appréciation de l'arbitre et du coup on ne peut pas revenir dessus. Si toutefois il a noté qu'il y avait une faute mais que le rouge n'était pas pour cette raison-là, et on a une petite chance éventuellement de voir ce carton annulé, ce qui de mémoire serait assez inédit, en tout cas ce qui est assez peu courant de mémoire de supporters. Mais par contre, on peut espérer voir la sanction limitée à un seul match. Ce serait vraiment le moindre mal et qu'on puisse récupérer notre capitaine pour la réception de Rennes qui viendra la semaine après. C'est Cédric, ça. encore un mot sur l'affaire Turpin-Danté, ou est-ce qu'on essaie de reparler ballon? Bah ouais, juste, je voulais clôturer dans le sens où apparemment la réponse devrait intervenir demain, donc ça c'est Très assez bien. rapide, on va rapidement être fixé, donc voilà, espérons Bon. que qu'on ait un peu une bonne nouvelle par rapport à tous ces cartons rouges un peu. J'espère que peut-être, comme je le disais tout à l'heure, que le nombre d'erreurs au niveau des cartons rouges concernant l'OGC Nice, peut-être que ça va peser un petit peu dans la balance et à voir. Voilà, réponse demain. En tout cas, on est content que le club ait un peu montré les dents, parce qu'on a vu ces dernières semaines, et notamment, on va pas revenir sur le Paris Saint-Germain, mais qu'on a vu qu'en allant un peu pleurer, mettre la pression sur la direction de l'arbitrage, et ben bizarrement, dans les semaines d'après, tu es arbitré un peu plus, de façon un peu plus conciliante. Donc voilà, si on pouvait se mettre un petit coup de pression avant le déplacement à Marseille, c'est peut-être bien que les projecteurs soient un peu centrés sur la façon dont est arbitré l'OGC Nice juste avant d'aller être arbitré, avec un Ouais. arbitrage de domicile marseillais, Oui, parce que avec le contexte qu'on connaît, voilà. Ça serait bien de pas ouais. en plus se faire bananer Ouais, voilà, c'est ce que par j'allais une dire. décision On arbitrale. va pas faire le match avant le match, mais si par le plus grand des malheurs, déjà tu gagnes, tu perds, pardon, on va mettre une semaine à s'en remettre. Et alors, si en plus de ça, tu perds sur un vol manifeste, je pense qu'on a tous envie Ouais, de ça pourrait mourir sur le rapidement champ. Donc, gâcher la mm. fin de saison. Mais avant de parler de Marseille, il y a Montpellier, donc on a évacué ce gros dossier de l'arbitrage qui, je pense, représente à peu près 50% de l'analyse du match, parce que Ouais, bon, bah si c'est clairement. passé. Alors disons aussi rapidement, merci TJ Savanier pour son fair play et la passe à Benitez sur le penalty, parce que bon, C'est du coup c'est c'est aussi abusé de grâce à tirer ça comme que ça. voilà, donc une Panenka totalement foirée. Bon, je sais pas si c'est parce qu'il est juste pas aussi bon que Dante justement dans l'exercice, si le terrain et le ballon détrempé n'aident pas à la réalisation du geste Mm. aussi peut-être, mais bon voilà, la sanction aurait pu être beaucoup plus grave s'il y avait eu ce but. Il n'en était de rien. Par contre, un match sur lequel il y a quand même des choses à dire. Donc bon, Montpellier a à peu près tout tenté, mais tout raté, du poteau au tir dans les 6 mètres que sur Benitez qui capte les ballons sur la ligne, les rebonds, enfin tous les coups de pied arrêtés. On a un peu tremblé des fesses, mais à la fois, bon, les gars n'avaient pas l'air d'avoir envie de marquer et de cadrer leur frappe, donc tant mieux. On a Mhm. failli en profiter sur une très belle passe, très belle action, pardon, une très belle frappe à la fin de Kasper Dolberg, probablement la seule fois du match où on l'a vu après son entrée. On dit Delors qui a beaucoup tenté, malgré les chants peu amicaux qui Ouais, descendaient on va dire ça. des tribunes On les comprenait bien en tout sur cas. lui. Voilà, en tout cas, bon, on les comprenait bien, et à la fois on comprend bien aussi l'animosité que les supporters de Évidemment, Montpellier peuvent c'est avoir. le jeu quoi. Voilà, c'est Bon, le on l'a jeu. vu, on l'a vu, on l'a vu tout sourire entre guillemets sur le banc. Et je pense qu'il aime un peu ces ambiances et qu'il se doutait. D'ailleurs, je crois qu'il avait dit à sa famille de De pas ne venir au pas stade venir, ouais, parce que ouais, effectivement. il se doutait que ça allait un peu grincer quoi. Et c'était le dernier match de grève du COP Montpellier. En plus, il a eu de la Mhm. chance, parce qu'une semaine après, je Ouais. pense que c'était même encore au-delà niveau accueil. Bon, je sais pas très bien par quoi commencer au niveau de l'analyse de ce match. On va peut-être commencer par ce qui a vraiment fait le débat sur les réseaux sociaux pendant et après le match. Et après, si jamais il y a d'autres choses dont tu veux parler, tu es bien sûr Bien sûr. totalement libre d'expression dans cette émission, c'est tout l'intérêt. Mais c'est le cas de Calvin Stengs qui a fait vraiment le gros des discussions pendant et après le match. Donc bon, sur Twitter, pour ceux qui nous écoutent et qui sont sur ce réseau social, c'est vraiment parti dans tous les sens, à coups enfin je sais pas, d'insultes, d'accusations. On n'a plus le droit de parler, vous en dites trop, vous en dites pas assez, vous aimez le football, vous aimez pas le football. Bon, ça c'est moi, j'avoue, je participe entièrement au bordel ambiant, mais bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est devenu plus électrique que sur le terrain, en tout cas parmi les supporters sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait la question est toute simple. Est-ce que vous estimez, bah du coup tu es seul aujourd'hui, Cédric, mais est-ce que tu estimes que Calvin Stengs a fait un bon match samedi à Montpellier?
Bah moi tout simplement ouais. Alors bien sûr on va essayer de tempérer tout ça et on va essayer de remettre un peu Ouais, c'est toi qui l'église vas faire l'avocat du diable parce qu'il est voilà, hors au de milieu du question que je dise du village. mal de Calvin Stanks. Donc bon. Mais moi j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match vraiment. Alors évidemment par rapport à ce qu'il nous avait montré sur ses premières prestations et sur l'ensemble de sa saison, on sait que c'était un petit peu trop léger. Là, je l'ai trouvé dans le ton, je l'ai trouvé un peu plus tout ce qu'on disait en fait, le fait de se faire mal, tout ça. J'ai eu l'impression qu'il a compris quelque chose, qu'il commence un peu à aller au contact, qui Qui se fait répète les plaisir en fait. efforts défensivement Tu le vois aussi. même, bah, c'est ça, tu le vois même par rapport à son body language quoi. T'as l'impression qu'il tente des choses qu'il tentait pas il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Donc je pense qu'il est mieux, qu'il se sent mieux, qu'il a peut-être compris un peu quelque chose. Et voilà, après on sait sa qualité de passe et on l'a vu encore une fois. Hein. Ça fait 2 3 matchs où il nous Oui, régale de ça. Là, Versailles puis Paris, effectivement. Là, il est sur 3 matchs de rang où au final, alors voilà, pour un peu essayer de représenter l'avis de ceux qui ne partagent pas notre enthousiasme sur le sujet, c'est vrai que bah il ne state pas. Hein. Bon, c'est passé en bien sûr. décisif face à Paris, mais on l'a pas de passe décisive, pas de but, pas d'occasion manifeste pour lui. Là, on est en train de louer son activité qui n'a rien à voir avec, effectivement, comme tu le disais très justement, ce qu'on a vu en début de saison, également son langage corporel, comme tu le disais. Il y a aussi, voilà, il a fait de très belles passes. On a des connaissances qui se moquaient de nous en disant ah bah si dès qu'on fait une belle passe, on a fait un bon match. Mais enfin voilà, on a vu en tout cas des éléments qui nous laissent croire que le joueur est à nouveau en confiance, qu'il est sur C'est ça. une Une phase dynamique ascendante. positive, voilà, une phase ascendante depuis 3 matchs. On peut pas dire aussi que les autres joueurs ont montré mieux. Hein. C'est peut-être aussi parce que c'est le seul qui offensivement a vraiment montré quelque chose et une activité, quelque chose de positif, qu'on est aussi enthousiaste sur Calvin Stengs. Mais voilà, on a vu une technique supérieure à la moyenne, on a vu une envie supérieure à la moyenne de ses coéquipiers sur cette rencontre-là. En tout cas, voilà, activité, technique, Non, mais c'est ça. vision du jeu supérieure à la moyenne. C'est On peu. dit pas, on Il dit pas encore une fois, je te coupe, pardon, mais on dit pas encore une fois que ça a été un craquito ultime, qu'il aurait pu mettre un triplé ou quoi que ce soit, mais tu l'as bien dit par rapport à toute l'armada offensive qu'il y avait à Montpellier. Je pense que c'est celui qui fait le meilleur match pour moi des quatre. Donc oui, clairement un bon match pour moi. Troisième, surtout bon match de rang, hein, deuxième Ouais, bien sûr. titularisation après Versailles, son entrée à Paris où il est décisif. Donc voilà, en fait, tout simplement, ce sur quoi moi j'ai envie de me réjouir, c'est de dire, on s'est posé dans cette émission et ben, sur les réseaux sociaux et voilà, au bar, autour d'un café, tous les supporters se sont dit, ah, c'est dommage qu'on n'ait pas un autre joueur de l'autre côté par rapport à Justin Kluivert qui puisse assurer ce pendant sur l'aile droite par exemple ou sur l'aile gauche là en l'occurrence sur le match de Montpellier. Mais voilà, là on commence à voir que Calvin Stengs en fait sort un peu de la mêlée par rapport à ses concurrents directs où au final aucun de s'est imposé. Bilal Brahimi vient d'arriver, a fait des entrées intéressantes, mais très clairement ne peut pas prétendre à une place de titulaire. Alexis Claude Maurice n'était même pas dans le groupe. Il a Mhm. complètement disparu. Amine Gouiri, on a enfin décidé que c'était plus d'actualité de le mettre sur le côté. On sait qu'il y a Kefren Turam qui peut éventuellement dépanner, mais voilà, là en fait, tu as enfin un joueur, si tu le mets titulaire, tu te dis pas merde, on va passer une sale soirée, quoi. T'es curieux en fait de voir et tu peux penser qu'il va se passer quelque chose de positif. Et c'est peut-être très peu pour certains, et je l'entends, mais je trouve que c'est une progression qu'il est bien de souligner. Au moins là-dessus, je pense qu'on peut tous s'entendre. Après, il n'est pas question de dire que c'est suffisant, on entend évidemment beaucoup plus de choses de Calvin Stengs pour son passage à l'OGC Nice. C'est ça, c'est ça. Après, on a souvent cette tendance à peut-être comparer un peu avec Kluivert parce que Kluivert éclabousse un peu sur son couloir gauche avec sa saison incroyable. Mais alors on espère que Stengs est capable de choses aussi incroyables, mais c'est des profils qui sont totalement différents, qui sont compatibles évidemment et qui peuvent apporter des choses différentes. Mm. Mais c'est des profils qui sont différents. Après je suis totalement d'accord avec toi par rapport à la curiosité, personnellement en tout cas, je pense que certains supporters partageront mon avis, mais cette qualité de passe, cette gestuelle un peu ce qu'il est capable d'apporter comme ça sur juste une passe sur un moment du match, on l'avait perdu un peu avec lui et je pense qu'on est en train un peu de le retrouver là sur Mm. les 2-3 matchs
et c'est un peu cet enthousiasme-là qui manquait un peu avec Stengs et qu'il est en train de donner un peu aux supporters. Donc, s'il se réveille à ce moment-là, un peu dans le sprint final et en vue d'une finale de coupe, ça peut être incroyable. S'il arrive enfin à comprendre qu'il est capable de grandes choses, peut-être qu'on va le réveiller au meilleur des moments. En tout cas, Galtier l'a réveillé au meilleur des moments, peut-être. Ouais, dans le sprint à l'Europe, il sera forcément très très utile. Tu disais que c'était le meilleur des quatre devant. Ben, ça me donne un peu l'idée d'un mini débat, parce qu'en fait, il y a une stat, et je suis en train de vérifier mes comptes pour pas me planter comme la dernière fois, mais il y a une stat pour moi qui est assez inquiétante, c'est que en championnat, tout du moins, occultons les matchs de coupe, notamment face à Marseille et face à Versailles, qui ont été plutôt prolifiques, mais en championnat, en fait, l'OGC Nice ne marque plus tant de buts que ça. Hein. Je compte, il y a eu très exactement il y a eu un but, deux buts sur les 6 derniers matchs, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je crois que c'est ça. 5. Sur les 6 derniers matchs, il y a eu deux buts. Le but face à Paris, le but face à Angers. Du coup, donc c'est une panne quand même offensive. On se souvient qu'en début de saison, on faisait partie des meilleures attaques. On a aussi recruté tous ces joueurs très séduisants offensivement. On a mis beaucoup d'argent sur les avant-postes pour avoir des joueurs décisifs. Aujourd'hui, c'est surtout notre défense, meilleure défense de Ligue 1, qui nous permet d'assurer notre place sur le podium. Est-ce que pour toi, on doit s'inquiéter? Est-ce que cette panne est momentanée? Est-ce qu'elle a des causes un peu plus profondes? On a beaucoup débattu de est-ce qu'il faut mettre Gouiri Delors, Gouiri Dolberg, est-ce que sur les côtés, il faut arrêter de mettre un milieu défensif comme Boudaoui ou comme Thuram? Enfin voilà, mais en fait, on a un peu tout tenté, tous les joueurs se sont un peu succédés, on n'a pas l'impression qu'il y ait une solution miracle, si ce n'est que voilà, l'OGC Nice c'est quand même relativement en panne sèche, et ça pourrait nous coûter des points assez précieux pour la fin du championnat. Ouais, c'est ça. On sait que les attaquants hein, ont toujours un passage un peu à vide dans la saison. Là, le problème, c'est qu'on a l'impression que depuis 6-7 matchs, comme tu l'as souligné, c'est tous nos attaquants en fait qui se mettent à avoir du mal à marquer. Donc ça commence à devenir compliqué. On voit Dolberg qui repart un peu. Alors c'est terrible ce que je vais dire, mais il commence presque à m'agacer un petit peu Dolberg. Parce que voilà, j'ai l'impression de retrouver un peu le Dolberg que j'aime pas, c'est-à-dire qui traverse un peu les matchs, qui est capable, voilà, là Montpellier on le voit, de déclencher une frappe, une très belle frappe qui aurait pu faire but, mais mis à part ça, c'est relativement compliqué. On sait également qu'à l'entraînement, c'est pas non plus le mec qui va sortir chiffon de l'entraînement. Donc c'est un peu un tout qui fait que ça m'agace un petit peu et ça me frustre un petit peu comme à une Ouais, époque. et qu'en fait, on a eu l'impression d'avoir ce discours déjà les saisons précédentes, et qu'à chaque fois, on se dit ça y est, cette saison, plus d'excuses. Il y a eu des Ben, circonstances c'est ça. atténuantes, mais voilà. Mais bon, les circonstances atténuantes, même si elles étaient fondées entre voilà, le diabète, les Covid, les cambriolages divers et variés, on dit pas que c'était pas fondé. Mais là, enfin, au bout d'un moment, on arrive au bout, je pense, de ce qu'on peut attendre aussi de Kasper Dolberg. Oui, et de notre patience aussi, tu vois. Voilà, C'est surtout ça. Mm. Bon, Mais, mais, il y a mais, Kasper Dolberg qu'on adore dans cette émission, mais mm, effectivement, on aimerait en voir davantage. Il y a aussi Amine Gouiri, et bon, certes buteur après, comme Kasper Dolberg face à Versailles, et puis joueur numéro 1 de l'OGC Nice. De toute façon, on ne peut pas lui enlever ça. Mais ouais, c'est Amine ce que j'allais Gouiri, dire. où on a du mal aussi à comprendre peut-être ses choix. On attend forcément davantage de lui. On attend que ce soit lui qui nous fasse gagner à chaque fois. Hein. Faut avouer qu'on est forcément plus exigeant avec un joueur de ce calibre qu'avec d'autres. Un Andy Delors qui, certes, a marqué ce magnifique but à la réception du non moins magnifique centre de Calvin Stengs face à Paris, mais qui a des stats faméliques depuis le début de l'année 2022. Donc, il y a vraiment cette méforme généralisée de nos trois attaquants en même temps, et on a l'impression que, à part attendre que le vent tourne dans le bon sens, ben, on est peut-être un peu à court d'idées, de schémas tactiques, voilà. Peut-être que Est-ce Guessant mérite aussi quelques minutes. Hein. C'est possible aussi. Hein. Effectivement, Evan Guessant qu'on a vu hein, du coup en fin de match face à Montpellier, quelques minutes, mais bon voilà, il a joué 5 minutes dans un match qui était déjà joué dans une température dans une météo dégueulasse. Donc pour toi, éventuellement, même si les deux prochains matchs ne sont pas les plus ne sont peut-être pas les plus
meilleur moment de lancer un jeune joueur comme Evan Guessant, il faut la dernière cartouche qu'on a apportée, c'est il faut peut-être mettre durablement un des 3 fantastiques sur le banc et redonner du temps de jeu à Evan Guessant. Alors, titulariser Evan Guessant dans les 2 prochains matchs, je sais pas, mais Faire par jouer une contre, demi-heure plutôt que 5 minutes. voilà, c'est ça. À la 60e, plutôt que de faire rentrer un Delors ou un Dolberg, bah, peut-être faire rentrer directement un Guessant qui va, je pense, avoir envie d'apporter du punch, de se montrer, de choses que Dolberg ne fait pas malheureusement, ou fait sur courant alternatif. Juste après, je voulais revenir sur ce que tu as dit sur Gouiri. Évidemment qu'on on en attend toujours plus de Gouiri parce qu'il nous a habitués à des choses exceptionnelles au niveau des stats, hein, non seulement. Mais encore une fois, c'est compliqué de lui en vouloir, hein. Il est jeune, il a porté l'équipe à de nombreux moments. Donc voilà, c'est pour ça que là, sur ce coup-là, même si ça me fait un petit peu mal, mais j'en veux un peu plus à Dolberg sur qui on aurait vraiment besoin dans des moments comme ça où tu as du mal à marquer, on sait le buteur que ça peut être et on sait de quoi il est capable. Voilà, je lui en veux un petit peu plus à lui qui devrait sortir un peu de sa tanière là pour un peu relancer un peu tout ça, la machine offensive et on le voit pas malheureusement quoi. Et on a vu sur une occasion que ça a failli faire mouche du coup. Bon, voilà, cette panne un peu offensive qui est inquiétante avant 2 matchs extrêmement importants. Un dernier mot sur le match de Montpellier avant de parler du déplacement au Vélodrome, où tu trouves qu'on a Ouais, fait le tour. Après, on va pas revenir individuellement sur la performance oui, non, mais de tous les joueurs. Peut-être un quand même, un de tes chouchous notamment. ouais, c'est ce que j'allais dire, mais plus dans une généralité, dans le sens où j'ai encore beaucoup aimé, même si c'était une association un peu forcée, mais encore une fois, un très très gros match de Todibo et qui s'est très très bien entendu une nouvelle fois avec Pablo Rosario en défense. J'ai trouvé qu'ils avaient été quand même assez solides même si on a subi quelques vagues, hein. D'ailleurs, bah, vu la météo, ça allait avec. Mais on a vu Rosario et Todibo vraiment concentrés jusqu'à la dernière minute et tout, donc c'est de bon augure aussi parce qu'on sait voilà que en défense centrale, on a vu Danilo que c'était très très compliqué peut-être de le lancer, même en quatrième défenseur. Danny Luke aussi qui est un petit peu moyen par moment et qui est limite selon moi meilleur sur un côté. Ouais, Presque, je le trouve meilleur à droite que dans l'axe en ce moment, Danny Luke. Donc c'est bien de savoir qu'à un poste au milieu où tu es chargé de très bons joueurs, tu peux te permettre de faire caler Rosario d'un cran et d'avoir un mec qui assure derrière. Donc voilà, c'est ce que je voulais souligner. Bon, Pablo Rosario, d'ailleurs, pour l'anecdote, tout le monde dit qu'on n'en parle pas assez. Enfin, tout le monde dit que tout le monde n'en parle pas assez, mais du coup, tout le monde en parle. Enfin, c'est un peu c'est un peu un petit mystère. Donc, oui, c'est un excellent joueur. Il fait une année 2022 stratosphérique, d'ailleurs, que ce soit au milieu de terrain ou en défense centrale. Moi, j'ai l'impression qu'on en parle tout le temps, mais bon, on peut continuer. Pour moi, c'est un plaisir pour un joueur qui n'a pas coûté grand-chose à l'OGC Nice. Super trouvaille de Mino Raiola. Ouais, Si, d'ailleurs, Mino, quand tu seras sorti de l'hôpital, si tu peux nous trouver des latéraux du même niveau, et pour le même prix, on est preneur parce qu'on en aura probablement besoin la saison prochaine s'il y a des échéances européennes. Hmm. Cédric, C'est est-ce vrai qu'on que les parle latéraux. ouais. Bah, vite fait, Tu veux en reparler. Bon, moi, ouais, je te lance le rapidement. Tomba, je trouve ça extrêmement compliqué. Bon, je trouve que apparemment plein de gens ont trouvé qu'il avait fait un bon match. Moi, j'ai du mal à me l'expliquer. Melvin Barr, besogneux mais volontaire, fidèle à lui-même, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut vraiment en attendre plus de lui? Enfin, voilà, j'ai un peu toujours le même constat. C'est pour ça, sans vouloir nexter le sujet, c'est juste que j'ai pas eu l'impression que sur ce match-là, il y avait un nouveau truc à dire sur eux, en fait. Non, c'est ça. Voilà. Pour moi, c'est juste une confirmation qui va te falloir clairement 2 latéraux, un à gauche, un à droite pour cet été, en vue d'une saison potentiellement européenne. Mais je pense que tu peux pas partir Melvin Barr, voilà, comme tu l'as dit, aussi volontaire soit-il et tout ce qui va avec. Mais je pense que c'est encore relativement léger pour jouer une Coupe d'Europe. Et à droite, voilà, à droite, on sait le mystère Attal encore une fois et qui Qui est va de sûrement retour, falloir s'en séparer. à l'entraînement, qu'on Bien sûr. devrait revoir au Vélodrome, peut-être un peu tôt de le titulariser. Mais même chose après de l'autre côté aussi pour Jordan Amavi. Le groupe est quasiment au complet et normalement, il devrait être au complet vu que Justin Kluivert n'était que, c'était une petite Sauf alerte Dante, quoi. physique. Donc voilà, normalement, sauf Dante, mais pour d'autres raisons, Mais médicalement, on au devrait niveau avoir physique, récupéré tout le monde. ouais, c'est tant mieux. C'est une bonne nouvelle.
C'est tant mieux et ça arrive au meilleur moment. Au meilleur moment parce que c'est le match tant attendu depuis le 22 août. On avait coché tous et toutes, Niçois et Marseillais, la date du 20 mars. Et ben, ça y est, c'est bientôt, c'est ce week-end. Le match retour du coup au Vélodrome. On avait eu un petit... on avait eu d'autres plaisirs. On avait eu le replay de la honte à l'automne. On avait eu ce magnifique match à la maison en Coupe de France qui nous emmène aujourd'hui jusqu'en finale. Mais voilà, c'est la Ligue 1 qui reprend ses droits. Un match d'autant plus important que les deux équipes sont à égalité au classement, 50 points, plus 17 de différence de but pour les deux aussi, Marseille étant devant à la faveur d'une meilleure attaque. Mais voilà, des parcours extrêmement similaires pour les deux équipes, ce mano à mano, cet échange de la deuxième et de la troisième place en fonction des journées. Donc un match à 6 points qui ne sera pas non plus décisif dans l'attribution de la place en Ligue des Champions, puisqu'il restera encore derrière quand même quelques journées. Mais bon, ça peut être important pour l'ascendant psychologique. Et puis, de toute façon, voilà, c'est des places... c'est des points à prendre comme les autres et il faut en laisser le moins possible en chemin. Petite information, on parlait des arbitres tout à l'heure, du coup, donc l'arbitre du match, ce sera Saïd N'Jimi, non je déconne, ce sera Jérôme Brizard, du coup, qui a déjà arbitré... Là, tu ressors les mauvaises nouvelles, là, c'est terrible. Ouais, Wurtz aussi, tant qu'à faire, histoire d'être dans toute la liste de tous ceux qui nous ont enflé. Frappard est top 3 quand même, je pense. On a heureusement connu que dans Interville, nous, Wurtz, notre génération, mais bon, voilà. Rappelons aussi cet affreux épisode de notre enfance. Mais bon, c'est passant. Donc Jérôme Brizard qui a été désigné pour arbitrer le match au Vélodrome ce dimanche. Il a déjà arbitré l'OGC Nice à 4 reprises. 3 victoires, 1 défaite. La victoire à 4-0 contre Lille. La remontada face à Lyon, 3-2. La victoire face à Lens, 2-1. Et la défaite à la maison face à Clermont, il y a quelques semaines, 1-0. Je n'ai pas souvenir d'une décision particulièrement litigieuse dans ces matchs, y compris dans la défaite, un match qu'on avait perdu tout seul comme des grands. Donc de ce côté-là, a priori... on se sent pas trop mal. Après, il y a des premières fois pour tout, mais... Oui, voilà. Mais on va éviter. On a passé la Sainte Trinité, là, pour l'instant. Ça a été sympa de ne pas nous recoller immédiatement un arbitre de ce calibre. Donc voilà, a priori, on devrait échapper à des décisions étranges. Donc par rapport, comme je t'ai dit, au classement, à la proximité de deux équipes, à l'antagonisme historique et l'antagonisme de cette saison, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dimanche pour le match de l'OGC Nice au Vélodrome? Déjà, ça va. Je pense que ça va gronder assez violemment. Hein. On sait que tout le monde attend ça, même les Marseillais, avec tout ce qu'ils veulent nous faire croire qu'ils savent pas que Nice existe, que la rivalité elle existe que chez nous, etc. Je pense quand même qu'ils nous attendent de pied ferme et qu'ils vont encore plus par rapport au classement et tout ce qui s'est passé cette saison, ils vont vouloir nous taper absolument. Mais voilà, quel meilleur moment pour faire un coup que le répéter encore une fois là après la coupe, histoire de leur mettre, on leur a mis la tête sous l'eau. Peut-être il serait temps d'accentuer un petit peu tout ça, parce que tu te mettrais vraiment dans des bonnes conditions si tu allais gagner au Vélodrome, mais ça va être très très difficile. Mais voilà, dans ma tête, je peux pas perdre là-bas, c'est impossible en fait. Cette saison-là, je veux pas, je veux pas. On les a tenus toute la saison, le replay, la coupe, tout ce qui était possible, on les a tenus à n'importe quel moment. Face à Marseille, c'est ça, effectivement, pour l'instant. De n'importe quelle façon, mais je veux pas perdre là-bas, c'est interdit. J'espère que Galtier, s'il nous écoute, et qu'il fasse passer le message, je veux pas qu'il perde. Bon, sachant que Marseille, qui est resté sur une très très mauvaise série de résultats en championnat, c'est un peu refait la pilule en allant gagner 4-1 à Brest, mais, parce qu'il y a un mais, malgré tout, Marseille joue un match très important en Coupe d'Europe face au FC Bâle. Ils n'ont gagné que 2-1 au match aller, déplacement à Bâle. Bien sûr, il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, mais malgré tout, c'est une avance que d'un but. Donc, bon, voilà, il y a un match supplémentaire dans la semaine. Peut-être que la fatigue jouera, même si Bâle, ce n'est pas très très loin non plus. Éventuellement, l'euphorie de la qualification ou la déception de l'élimination à gérer pour eux, on verra. On essaie de se raccrocher à ce qu'on peut, parce qu'effectivement, c'est un match. En tout cas, ça fait un match en plus. Ça fait un match en pleine semaine à 3 jours d'un choc contre nous. Donc voilà, nous on va pouvoir bosser tranquillement et les analyser peut-être jeudi. Donc c'est que mieux. Je préfère être dans notre situation que dans la leur peut-être. Effectivement, et on compte un peu sur nos anciens Niçois, que ce soit Andy Pellemard ou Dan Endoy du côté du FC Bâle, pour un peu
les préparer psychologiquement. S'ils veulent préparer des chevilles aussi, pourquoi pas, hein, nous on est preneurs. C'est Et pas, on pas va pas très souhaiter esprit sportif, on ne va pas souhaiter de mal, voilà. mais bon, On va pas souhaiter de graves blessures, mais bon, si jamais petit ça arrive, claquage ou c'est quoi, pas c'est grave bien, non quoi. plus, quoi. Voilà, Oui, voilà. effectivement, Voilà. on verra. Cédric, après ce match face à Marseille, qui va valoir extrêmement cher pour différentes raisons de rivalité sportive et extrasportive, il y a d'autres rencontres après qui s'enchaînent, notamment la réception de Rennes, qui aura lieu après la trêve internationale, donc on aura largement le temps d'y retourner. Mais Rennes, qui est quatrième, juste derrière nous, à 1 point, à 49 points, avec une différence de but largement plus flatteuse, puisqu'ils sont à plus 30. On rappelle qu'il y a également Strasbourg, qui n'est qu'à 3 points de l'OGC Nice, cinquième, avec également une différence de but un peu plus flatteuse à plus 18. Donc en fait, si je te dis tout ça, c'est que on avait peur la semaine dernière de tomber au classement, mais on avait fait le boulot face à Paris. Et en fait, on se rend compte que malgré voilà, cette victoire face à Paris, ce match nul certes, mais pas de défaite face à Montpellier, les poursuivants tiennent un rythme effréné et on n'est pas à l'abri en cas de défaite, d'abord au Vélodrome et ensuite de mauvais résultats éventuellement à la maison face à Rennes, de très rapidement plonger au classement. Je t'ai pas cité ensuite, après derrière, tu as Lille, Nantes qui sont à 7 ou 8 points. On a un peu plus un matelas pour les 2 prochains matchs, mais en fait, on a pris nos aises sur ce podium-là, mais ça peut très très vite se retourner contre nous, parce que voilà, autant Strasbourg les a déjà joués, autant on est cerné en fait de 2 équipes qu'on affronte dans les 2 prochaines journées. C'est ça. Là, en gros, ce que tu as dit par rapport au classement, c'est-à-dire que, admettons, on n'espère pas, mais admettons, tu perds à Marseille et Rennes, Strasbourg gagne, t'es cinquième, c'est ça? Exactement, c'est ça. Voilà, bonne Ok. soirée. Hein. Voilà, ça, voilà, ouais. Donc si c'est le cas, ne venez pas dire ouais le karma, machin truc. Bon, je serai en PLS comme vous, mais bon, on n'espère pas. On va gagner au Sachant Vélodrome et que puis ça ira très bien. Rennes reçoit Metz, certes avec un match de Coupe d'Europe au milieu, et Strasbourg va jouer à Euh, Lorient, donc ils jouent face au 17e et Rennes, au 19e. Donc Rennes, ça marche fort, hein. Rennes, c'est ça le truc, avec c'est Pep que Genesio, c'est sale quand même, hein, effectivement. c'est vrai que pour moi c'est peut-être voire le plus beau jeu de Ligue 1 en ce Avec moment, Strasbourg notamment aussi. avec Strasbourg notamment, ouais, c'est ça. Donc non, voilà, ça sera deux belles affiches qui arrivent pour nous là, et puis ça sera l'occasion peut-être de montrer si on mérite vraiment d'être sur le podium ou pas, hein. C'est encore une fois, on le dit, ça fait une phrase un peu bateau, mais pour être là, il faut battre tout le monde. Bah là, on va avoir deux occasions de le montrer. Effectivement, rien ne sera joué dans un sens ou dans l'autre, en cas de victoire ou en cas de défaite. Il reste bien entendu 10 matchs, il reste pile poil, et on aura plutôt un classement dégagé après en affrontant une majorité d'équipes de deuxième partie de tableau, même si après jouer les équipes qui sont à la lutte pour le maintien dans le Money Time, c'est pas forcément non plus le meilleur tirage, mais bon. Voilà, on va pas non plus se plaindre de jouer des équipes de bas de classement, même si bon, traditionnellement c'est pas contre elles qu'on prend le plus de points, mais bon, Ouais, c'est sûr. c'est un autre sujet. Voilà, donc vraiment 2 semaines qui sont essentielles. On déplore vraiment de pas avoir Romain avec nous aujourd'hui, qui aurait pu nous faire son traditionnel pronostic. Ne vous inquiétez pas les gars, on fait 6 sur 6. Bon, est-ce que c'est pour ça qu'il s'est défilé aujourd'hui? Est-ce qu'il serait un peu Ouais, il avait peur, en manque de peut-être. confiance? Et non, après Sky il va m'emmerder sur mes pronostics et tout. C'est Voilà, ça. On demandera de les mettre sur Twitter directement, comme ça voilà, on histoire qu'il pourra assume juger. un peu. Voilà, On pourra exactement. juger, et on espère qu'il nous portera chance comme il le fait assez souvent, malgré tout. C'est vrai. Cédric, merci de ta compagnie. Bon, finalement, on s'était dit avant, on va taper cette émission en une demi-heure, il n'y a rien à dire. Ouais, Mais on avait bon, annoncé un format court. c'est ça, on fait nos 3 quarts d'heure minimum, Voilà. comme d'habitude. On a assuré C'est le le gym, spectacle. on aime parler, on aime débattre. On aime bien On des attend conneries, impatiemment à effectivement. chaque fois. Voilà, c'est ça. On attend impatiemment les réactions des fidèles auditeurs pour pouvoir un peu continuer un peu le débat en off sur Twitter. Donc voilà, c'est toujours plaisant. On vous retrouve très rapidement, probablement lundi ou mardi prochain, comme chaque semaine vous avez l'habitude. Le match, c'est dimanche soir à 20h. Je pense qu'on organisera probablement nos traditionnels désormais space de mi-temps et peut-être d'après-match. Ça dépendra si on a envie d'aller se suicider tout de suite ou pas. Hein. Donc, mais à la mi-temps, au moins, a priori, on sera là, certainement en compagnie d'Alric, qui nous fait l'amitié souvent d'être avec nous dans cet exercice. Ces spaces-là, on vous rappelle, c'est aussi pour vous l'occasion un peu de monter au micro. Malheureusement, on n'a qu'un quart d'heure à la mi-temps, mais on essaie de faire passer un maximum d'auditeurs et d'auditrices pour venir s'exprimer sur le match. Quand on a envie et quand le résultat est plutôt favorable, on fait la même chose après match, on est un peu moins serré par le temps. Donc n'hésitez pas à passer nous faire coucou, que ce soit sur le compte d'Avantinissa ou que ce soit sur nos comptes Twitter, effectivement.
Vous nous retrouvez également sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Amazon, tout ça, et aussi chez nos partenaires de Nice Presse qui reprennent l'actualité locale et qui nous font le plaisir d'héberger notre émission pour parler un peu de l'actualité locale, mais footballistique avec l'OGC Nice. Cédric, merci beaucoup de m'avoir accompagné. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis d'ici là, Issa Nissa.